Le lendemain matin, j'ai parcouru ma maison comme un étranger qui la voyait pour la première fois. Mais au lieu de voir un foyer, je voyais ce que Kathleen et Jérémy voyaient, la superficie, la valeur marchande, les actifs liquides. Dans la cuisine, j'ai passé ma main sur le plan de travail en granit que j'avais installé moi-même, travaillant à la lumière d'une lampe après mon travail habituel, car nous n'avions pas les moyens d'engager des entrepreneurs. Margaret avait choisi le motif gris moucheté de veines dorées qui reflétait de si pas la lumière du matin. Elle avait préparé le thé sur ce comptoir chaque matin, pendant 16 ans, jusqu'à ce que le cancer lui enlève ses forces. Je me souviens du matin de Noël où Kathleen, âgée de 3 ans, a fait ses premiers pas chancelants ici même, entre le réfrigérateur et les bras tendus de Margaret. Nous avions tous deux pleuré de joie, Margaret soulevant notre fille et la faisant tournoyer tandis que je me précipitais pour aller chercher l'appareil photo. Notre bébé marche dans notre maison, avait murmuré Margaret, les larmes coulant sur son visage, dans la maison que nous avons construite pour elle. Le salon avait vu défiler 25 ans de matin de Noël. Je voyais encore le visage de Kathleen, alors âgée de 7 ans, s'illuminer à la vue de la maison de poupée que j'avais passé 3 mois à construire dans le garage, travaillant en secret après qu'elle se soit couchée. Margaret avait cousu de minuscules rideaux pour les fenêtres et fabriqué des meubles miniatures à partir de carton et de chutes de tissu. Papa, c'est exactement comme notre maison, s'était exclamé Kathleen, et c'était vrai. J'en avais fait une réplique parfaite jusqu'à la petite baie vitrée qui représentait sa chambre. Cette baie vitrée m'avait coûté 6 mois d'heures supplémentaires. Margaret l'avait vue dans un magazine et était tombée amoureuse de l'idée de pouvoir y lire l'après-midi. J'avais appris à couper des angles que je n'avais jamais coupés auparavant, j'avais mesuré et remesuré jusqu'à en avoir mal au dos à force de ramper autour du cadre. Roy, nous n'avons pas les moyens, s'était inquiétée Margaret en me voyant marquer les mesures sur le mur. Si tu le veux, tu l'auras, lui avais-je répondu. Je vais faire en sorte que ça marche. Je montai les escaliers jusqu'à l'ancienne chambre de Kathleen, toujours peinte dans le jaune pâle qu'elle avait choisi pour ses 16 ans, toujours décorée de photos de ses camarades de classe et de souvenirs de l'université. La chambre où je l'avais bercée pendant ses nuits de colique quand elle était bébé, où Margaret et moi l'avions aidée à faire ses devoirs de maths sur le petit bureau blanc que j'avais construit pour s'adapter parfaitement sous la fenêtre. La chambre principale était la plus difficile. Du côté de Margaret, son verre d'eau était toujours sur la table de chevet, son marque-page toujours à la page 247 du roman qu'elle n'avait jamais fini. J'avais construit ces armoires encastrées de mes propres mains, sur mesure pour s'adapter parfaitement à la taille de Margaret. Ses vêtements y étaient toujours suspendus, dégageant encore un léger parfum. C'était dans cette pièce que nous avions planifié notre avenir, que nous avions chuchoté nos rêves pour Kathleen, que Margaret était morte en me tenant la main tandis que les machines bipaient autour de nous. « Promets-moi que tu ne les laisseras pas profiter de toi, m'avait-elle dit vers la fin, d'une voix à peine audible. Tu es trop bon, Roy, trop généreux. Promets-moi que tu prendras soin de toi. » Je lui avais promis, mais je n'avais pas tenu cette promesse, n'est-ce pas? Dans mon bureau, j'ai trouvé le dossier contenant les photos de la construction que Margaret avait conservées. Des photos de moi en train de poser les fondations au printemps 1999, 25 ans plus jeune et 20 kilos plus léger. Moi et mon équipe en train d'installer la charpente. Margaret, coiffée de son casque de chantier, nous apportant du café pendant les chaudes journées d'été. Son ventre commençait tout juste à s'arrondir. Kathleen était en route. Les documents financiers de ces années-là racontaient en l'histoire que les photos de Margaret ne pouvaient pas raconter. Une deuxième hypothèque, un prêt personnel de mon frère. Margaret qui avait pris un emploi à temps partiel dans le lycée local pour aider à payer les matériaux. Nous avions mangé des haricots sur des toasts pendant des mois. Nous conduisions des voitures rafistolées à coups de prières et de rubans adhésifs. Mais nous avions construit cette maison à la sueur de notre front, grâce à nos sacrifices, à notre amour l'un pour l'autre et pour la famille que nous étions en train de fonder. Et maintenant, ma fille, le bébé qui avait fait ses premiers pas dans cette cuisine, l'enfant qui avait joué dans le jardin que j'avais aménagé de mes propres mains, voulait tout vendre et me mettre de côté comme un meuble encombrant. J'ai pris la carte de visite de Thomas Fisher dans le tiroir de mon bureau. Les bords étaient usés après 3 ans d'utilisation, mais le numéro de téléphone était encore lisible. Kathleen et Jérémy pensaient avoir affaire à un vieil homme confus qui serait reconnaissant de la moindre attention qu'il lui porterait dans. Ils pensaient même que j'étais faible, impuissant, prêt à abandonner le travail de toute une vie sans me battre. Ils allaient bientôt découvrir à quel point ils se trompaient pendant. J'ai composé le numéro de Thomas et j'ai écouté la sonnerie, les mains fermes comme de la pierre. Dehors, le matin printanier était clair et lumineux. Le genre de journée que Margaret adorait. Le genre de journée propice à un nouveau départ.
Le cabinet d'avocats Fisher and Associates occupait le deuxième étage d'un modeste immeuble en briques de la Hauptstrasse, le genre d'endroit spécialisé dans l'aide aux gens ordinaires confrontés à de réels problèmes plutôt que dans l'impression des clients corporatifs. J'avais choisi mon plus beau costume, celui que Margaret m'avait choisi pour ses funérailles, et j'étais arrivé avec 15 minutes d'avance, les mains légèrement tremblantes, pour m'inscrire à la réception. Thomas Fisher était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 55 ans, avec des tempes grisonnantes et l'attitude patiente d'un homme qui avait entendu 2 fois toutes les histoires horribles d'une famille. Son bureau était rempli de livres de droit et de photos de famille. Une femme, 2 adolescents, un golden retriever. Le genre de vie normale que Margaret et moi avions essayé de construire. Monsieur Hayes, ravi de vous revoir. Thomas a versé du café à partir d'une petite machine dans le coin, dont l'odeur riche a empli l'espace entre les documents juridiques et les classeurs. Je me souviens de vous et de Margaret il y a quelques années. Je suis désolé pour votre perte. Merci. J'ai accepté le café, surpris par la fermeté de ma voix. J'ai besoin de discuter d'une question délicate concernant ma fille et mon gendre. Thomas s'est installé derrière son bureau, un stylo à la main. Je vous écoute. Je lui ai tout raconté. L'appel téléphonique, la conversation entendue par hasard, leur projet de vendre ma maison et de me placer dans une maison de retraite. L'expression de Thomas n'a pas changé, mais je l'ai vu secouer légèrement la tête lorsque je lui ai décrit leur empressement à dépenser mon argent pour acheter leur maison de rêve à Starnberg. Malheureusement, monsieur Hayes, ce scénario est plus courant que vous ne le pensez. Thomas posa son stylo et se cala dans son fauteuil. Les enfants adultes pensent souvent savoir ce qui est le mieux pour leurs parents âgés, surtout lorsqu'il s'agit de biens de valeur. Mais ils ne peuvent rien faire, n'est-ce pas? Je veux dire, légalement? Commençons par les bases. La maison est à votre nom depuis le décès de votre femme? C'est exact. Margaret et moi en étions copropriétaires, mais à sa mort, elle m'a été automatiquement transférée. Alors, légalement parlant, votre fille et votre gendre n'ont absolument aucun droit sur votre propriété. Ils ne peuvent pas la vendre, ils ne peuvent pas vous forcer à entrer dans un établissement de soins, ils ne peuvent prendre aucune décision concernant vos biens sans votre consentement explicite. Thomas sortit un bloc-notes de son tiroir et commença à prendre des notes. La maison vous appartient. Point final. Je fus envahi par un sentiment de soulagement, immédiatement suivi d'une sensation plus vive. Et si je voulais la vendre moi-même? Vous pourriez la mettre sur le marché dès demain si vous le souhaitiez. C'est votre propriété, c'est votre décision. Thomas leva les yeux de ses notes. Puis-je vous demander pourquoi vous envisagez cette option? Je repensais au rire de Caitlin lorsqu'elle m'avait traité de fardeau, au calcul froid de Jérémie concernant ma valeur, à mes 25 années de sacrifice réduites à une simple transaction immobilière. Il pense que le sang tant que je suis impuissante, confuse. Il pense pouvoir me gérer comme un bien immobilier. Je serrai les mains autour de ma tasse de café. Il essaie peut-être temps que je leur montre à quel point mon esprit est vif. Thomas resta silencieux un instant, étudiant mon visage. Le marché immobilier à Munich est incroyablement dynamique en ce moment, en particulier dans votre quartier. Les propriétés se vendent en quelques jours, souvent pour des offres en espèces supérieures au prix demandé. Il fit une pause. Si vous souhaitez vraiment vendre rapidement, avant que votre fille et votre gendre ne reviennent de leur voyage, en combien de temps cela pourrait-il se faire? Avec le bon acheteur, et il y a beaucoup d'investisseurs à la recherche de propriétés comme la vôtre, nous pourrions conclure la vente en 1 semaine, voire moins. Thomas se pencha en avant. Mais monsieur Hayes, c'est une décision importante. Une fois que vous aurez vendu, vous ne pourrez plus revenir en arrière. J'ai construit cette maison de mes propres mains, monsieur Fisher. Chaque planche, chaque clou, chaque détail personnalisé. Je sais exactement ce que je fais. Nous avons passé l'heure suivante à discuter des aspects pratiques. Estimation de la valeur marchande, réseau d'acheteurs au comptant, exigences légales. Thomas m'a expliqué qu'il pourrait tout préparer en 24 heures si j'étais sérieux dans mon intention de vendre. Les frais de consultation s'élèvent à 150 €, m'a dit Thomas alors que je m'apprêtais à partir. Si vous décidez d'aller de l'avant, cette somme sera déduite de mes honoraires juridiques pour la vente. J'ai payé en espèces, me sentant plus lucide que je ne l'avais été depuis des mois. En marchant vers ma voiture sous le soleil printanier, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. Le nom de Caitlin est apparu à l'écran. Pour la première fois depuis sa trahison, j'ai souri. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois.
Je l'imaginais dans le hall d'un hôtel à Bruxelles, probablement en train de regarder sa montre, se demandant pourquoi son vieux père reconnaissant ne se précipitait pas pour répondre à son appel. Qu'elle se pose des questions. Qu'elle et Jérémie fassent leurs plans concernant mon avenir, ma maison, ma vie. Ils allaient avoir la surprise de leur vie. Le téléphone continuait de sonner tandis que je montais dans ma voiture, la carte de visite de Thomas Fischer bien à l'abri dans mon portefeuille, et un plan se formant dans mon esprit qui apprendrait à ma fille ingrate exactement à qui elle avait affaire. J'avais déjà construit ma vie à partir de rien. Je pouvais certainement la détruire et la reconstruire selon mes propres conditions. Le téléphone finit par s'arrêter de sonner, mais je savais qu'elle rappellerait. Elle le faisait toujours quand elle avait besoin de quelque chose de la part du vieil homme. Cette fois-ci, elle allait obtenir bien plus que ce qu'elle avait négocié. Lorsque j'arrivais dans mon allée, la confiance avait remplacé le tremblement de mes mains. Les mots de Thomas Fischer résonnaient dans mon esprit. C'est votre propriété, c'est votre décision. 25 ans de doute et de remise en question s'étaient en partie dissipés comme la brume matinale. J'étais en train de déverrouiller ma porte d'entrée lorsque le téléphone sonna à nouveau. À travers la fenêtre, je pouvais le voir vibrer sur le plan de travail de la cuisine où je l'avais laissé. Le nom de Kathleen s'affichait sur l'écran. Pour la première fois depuis sa trahison, je souris. Qu'elle mijote un moment, qu'elle se demande pourquoi son vieux père reconnaissant ne se précipite pas pour répondre. Je me suis versé un verre d'eau, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai décroché à la 6e sonnerie. « Papa, te voilà !» La voix de Kathleen débordait d'un enthousiasme artificiel. Je commençais à m'inquiéter quand tu n'as pas répondu tout à l'heure. « Désolé ma chérie, j'étais sorti faire quelques courses. » J'ai gardé un ton chaleureux, paternel. « Comment ça se passe à Bruxelles ? » « Oh, tu sais comment sont ces conférences d'affaires. Mais écoute, j'ai une merveilleuse nouvelle. » Elle fit une pause pour créer un effet dramatique. « Jérémie et moi avons prévu quelque chose de très spécial pour toi. » Je serrai le téléphone plus fort, mes jointures blanchissant. « Oh, nous voulons t'offrir des vacances. Tu mérites un peu de repos et de détente après tout ce que tu as traversé depuis la mort de maman. » Sa voix dégageait cette sympathie feinte que je reconnaissais désormais comme de la manipulation. « Nous avons trouvé un endroit magnifique. C'est comme un centre de villégiature, mais avec du personnel médical à disposition, au cas où tu aurais besoin de quoi que ce soit. Un centre de villégiature avec du personnel médical. » Je serrai les mâchoires si fort que je crus que mes dents allaient se briser. « Ça a l'air charmant, ma chérie. Tu n'avais vraiment pas besoin de te donner tant de mal pour moi. » « Mais non. Tu fais partie de la famille. » La voix de Jérémie résonna en arrière-plan. Il devait écouter en mode haut-parleur. « Nous avons déjà tout organisé. »« Quand pensiez-vous que je devrais partir ?» demandai-je, sachant pertinemment qu'ils voulaient que je sois parti avant leur retour pour réclamer leur héritage. « Eh bien, nous devrions être de retour vendredi prochain, » répondit Kathleen. « Nous espérions que tu serais prêt d'ici là. Emporte simplement quelques vêtements et effards personnels. Tu sais, l'essentiel. » L'essentiel. Pas les albums photos que Margaret avait soigneusement classés, pas les meubles que j'avais fabriqués de mes propres mains, juste l'essentiel pour un vieil homme que l'on envoyait mourir. « En fait, Kathleen, j'ai aussi une surprise pour toi. Quand tu reviendras... » « Oh papa, quel genre de surprise ?» Elle semblait sincèrement ravie, imaginant probablement que j'avais signé des papiers ou facilité leur tâche d'une manière ou d'une autre. Je me suis dirigé vers la baie vitrée que j'avais construite pour Margaret, regardant le jardin qu'elle avait planté, la balancelle sous le porche où nous avions passé d'innombrables soirées à planifier notre avenir. C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis notre dernière conversation. Je pense que tu seras très surprise. Tu es si gentil, papa. On parlera de tout ça quand on sera à la maison, d'accord ? Repose-toi bien et on s'occupera du reste. Gentil. Elle m'appelait gentil alors qu'elle prévoyait de me voler ma vie. Je le ferai, ma chérie. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. À vendredi. La ligne fut coupée. Je posai le téléphone avec des mains plus fermes qu'elles ne l'avaient été depuis des semaines. Je me suis dirigé vers mon bureau à domicile et j'ai ouvert mon ordinateur portable, dont l'écran s'est illuminé de possibilités auxquelles je n'avais jamais pensé auparavant. Mes doigts ont plané un instant au-dessus du clavier avant que je tape « Agent immobilier Munich ». Les résultats de la recherche ont rempli mon écran comme des munitions dans une guerre que j'étais enfin prêt à mener. J'avais toujours été méthodique. 25 ans en tant qu'ingénieur en bâtiment m'avaient appris à faire des recherches approfondies avant de prendre une décision. Ce soir, cette nature méthodique allait servir un objectif différent. Je cliquais sur les profils des agents, comparant leur taux de réussite et les témoignages de leurs clients comme je comparais autrefois les fournisseurs d'acier de construction.
Schwabing, Bogenhausen, Heidhausen. Des quartiers où les maisons se vendaient au prix que Kathleen et Jérémy dépensaient de Cannes déjà dans leurs rêves. Un nom revenait sans cesse dans les premiers résultats. Bernhard Conrad, 43 ans, spécialisé dans les ventes rapides. En moyenne 14 jours entre la mise en vente et la conclusion. Sa photo montrait un sourire professionnel et un regard confiant. Le genre d'homme qui pouvait faire avancer les choses rapidement. Ces témoignages correspondaient exactement à ce que je cherchais. Bernard a vendu notre maison en 5 jours. Un acheteur au comptant s'est présenté en moins de 48 heures. Conclusion sans heurts, sans complications. Je fixai son numéro de téléphone direct, affiché bien en évidence sous ses références. C'était le moment qui allait tout déclencher. Une fois cet appel passé, je ne pourrais plus redevenir le vieil homme reconnaissant et docile que ma fille attendait. La photo de Margaret sur mon bureau semblait m'observer. Je pouvais presque entendre sa voix. « Roy, es-tu sûr de toi ?» J'étais sûr. Plus sûr que je ne l'avais été de quoi que ce soit depuis ses funérailles. J'ai composé le numéro de Bernhard Conrad d'une main ferme. « Conrad Immobilien. Bernard à l'appareil. Comment puis-je vous aider ?»« Monsieur Conrad, je m'appelle Roy Hayes. Je souhaite vendre ma maison rapidement. En combien de temps cela peut-il se faire ? » Eh bien, monsieur Hayes, cela dépend de plusieurs facteurs. Mais avec le bon bien immobilier et la bonne stratégie de prix, j'ai déjà conclu des ventes en seulement 10 jours, avec des acheteurs au comptant. Quel était votre délai ? 10 jours ? Mon cœur battait à tout rompre. Aussi vite que ça ? Absolument. Le marché immobilier à Munich est incroyablement dynamique en ce moment, en particulier pour les propriétés bien entretenues dans des quartiers établis. Pouvez-vous me parler un peu de votre maison ? J'ai regardé autour de moi dans ma cuisine, la voyant pour la première fois à travers les yeux d'un acheteur. 2 étages, 315 mètres carrés, construite en 1999. Quartier de Bogenhausen, 3 chambres, 2 salles de bain et demie. Je l'ai bien entretenue. J'ai fait la plupart des travaux moi-même au fil des ans. La voix de Bernard s'est aiguisée d'intérêt. Cela correspond exactement à ce que recherchent plusieurs de mes investisseurs. Propriétaires d'origine, bien entretenus, quartier rétabli, ce sont des arguments de vente de premier ordre. Seriez-vous intéressé par une évaluation immobilière ? Quand pourriez-vous passer ? Je peux être là cet après-midi si vous êtes non disponible. Disons 15 heures. Je jetai un coup d'œil à l'horloge. Il était un peu plus de midi. 15 heures, c'est parfait, je vais vous donner l'adresse. Après avoir raccroché, je restai assis dans le silence soudain de ma cuisine, prenant conscience de l'ampleur de ce que je venais de mettre en branle. Dans 3 heures, un inconnu allait visiter la maison que Margaret et moi avions construite ensemble, attribuant une valeur en euros à nos souvenirs. J'ai passé les 2 heures suivantes à nettoyer de manière obsessionnelle. Une vieille habitude héritée de Margaret, qui insistait pour que la maison soit impeccable avant chaque visite. J'ai dépoussiéré la baie vitrée, redressé les coussins du canapé, vérifié que toutes les surfaces brillaient. Mais ce nettoyage était différent. Je ne me préparais pas à recevoir des invités. Je me préparais à une exécution. À 15 heures pile, la sonnette a retenti. J'ai lissé ma chemise, pris une profonde inspiration qui m'a rappelé l'odeur des sachets de lavande de Margaret, toujours rangés dans l'armoire à linge, et je me suis dirigé vers la porte d'entrée. Ma main tremblait légèrement lorsque je l'ai posée sur la poignée en laiton que j'avais moi-même installée il y a 15 ans. Derrière cette porte m'attendait soit mon salut, soit ma damnation. J'ai tourné la poignée et ouvert la porte vers mon avenir. Bernard Conrad était exactement comme sur sa photo. Professionnel mais accessible, la quarantaine, avec l'assurance que lui conférait des années de transactions fructueuses. Il portait un porte-documents en cuir et une tablette. Dès qu'il entra, ses yeux s'écarquillèrent. Mein Gott. Il s'arrêta dans mon entrée, le regard parcourant la moulure que j'avais installée à la main jusqu'au parquet que Margaret et moi avions choisi ensemble. Monsieur Hayes, c'est exactement ce que j'espérais. Je l'ai regardé observer les détails, la façon dont la lumière de l'après-midi pénétrait par la baie vitrée de Margaret, la transition harmonieuse entre le salon et la salle à manger que j'avais obtenue en supprimant un mur porteur et en installant une poutre. Son appréciation était sincère et professionnelle. Vous ne plaisantiez pas quand vous parliez de l'entretien de cette maison. Il a sorti sa tablette et a commencé à prendre des photos. Ces parquets en bois massif partout ? D'origine. Je les ai posés moi-même en 2001. Margaret voulait quelque chose qui dure. Alors nous avons opté pour du chêne massif de 20 sur mm. Je me suis retrouvé à tomber dans le rythme familier de la discussion sur mon travail, fier malgré tout ce qui se passait. Et cette cuisine ?
Bernard s'est arrêté devant le plan de travail en granit, passant sa main sur le bord. Installation sur mesure. Chaque centimètre. Margaret a choisi le motif. Elle disait que les veines dorées lui rappelaient la lumière du soleil. Ma voix s'est légèrement brisée. J'ai passé 3 week-ends à prendre les mesures parfaites. Bernard tapait des notes sur sa tablette, photographiait les armoires sur mesure, testait les robinets et les prises avec la minutie de quelqu'un qui savait ce que les acheteurs voulaient. Monsieur Hayes, je dois être honnête avec vous. En 15 ans de carrière, j'ai rarement vu des propriétés entretenues à ce niveau. Je suis ingénieur. J'étais ingénieur. Je crois qu'il faut bien faire les choses dès le départ. Ça se voit. Il fit un geste vers le salon. Ah, je peux. J'acquiesçai et le suivis tandis qu'il admirait l'espace ouvert, les bibliothèques encastrées flanquant la cheminée, la façon dont les choix décoratifs de Margaret avaient transformé notre projet de construction en une véritable maison. Cette baie vitrée. Du sur-mesure, je l'ai construite pour ma femme. Elle voulait un coin lecture. Je pouvais l'imaginer là, avec ses romans policiers et son thé de l'après-midi, ses lunettes de lecture perchées sur le nez. Bernard prenait maintenant des mesures, son excitation à peine contenue. « Monsieur Hayes, je dois vous montrer quelques ventes comparables. » Il a affiché des annonces sur sa tablette. Des propriétés similaires dans ce quartier se sont vendues entre 780 000 et 860 000 euros. Ma poitrine se serra. C'était plus que ce que Kathleen et Jérémy avaient estimé lors de leur conversation cruelle. Mais compte tenu de l'état et des caractéristiques personnalisées de votre maison, je pense que nous devrions la mettre en vente à 820 000 euros. Cela devrait permettre de la vendre rapidement tout en vous rapportant le maximum. 820 000 euros. Je m'assis lourdement dans le fauteuil de lecture de Margaret, le chiffre tournoyant dans ma tête. Autant que ça ? Monsieur Hayes, vous êtes assis sur une mine d'or. Des propriétés comme celle-ci ne se trouvent pas souvent sur le marché, surtout dans cet état. La voix de Bernard trahissait la confiance de quelqu'un qui connaissait son métier, dont j'ai justement un groupe d'investissement qui recherche exactement ce type de propriété. Et quel genre de groupe d'investissement ? Ils sont spécialisés dans les propriétés locatives haut de gamme situées dans des quartiers établis. Ils paient un comptant. Pas de conditions de financement, pas de négociation pour les réparations. Ils peuvent conclure la vente en 10 jours ouvrables. 10 jours ouvrables. Kathleen et Jérémy rentreraient eux de Bruxelles dans 8 jours, s'attendant à trouver leur père reconnaissant et docile, prêt à être emmenés dans leur station balnéaire. Où est le piège ? Pourquoi si vite ? Bernard sourit. Il n'y a pas de piège. Le paiement en espèces signifie qu'il n'y a pas de retard de prêt, pas de contingence d'évaluation qui pourrait faire capoter la transaction. Ils font leurs propres inspections, mais franchement, votre maison est en meilleur état que la plupart des constructions neuves. Je vois. Je regardais autour de moi le salon où Kathleen avait fait ses premiers pas, où Margaret et moi avions organisé des réveils de Noël, des fêtes d'anniversaire et des dimanches après-midi tranquilles à lire le journal ensemble. Quand devrais-je partir ? Le contrat standard vous accorde 30 jours après la clôture, mais ils sont flexibles si vous avez besoin de plus de temps. L'essentiel est d'obtenir un titre de propriété clair et de remplir les formalités administratives. Je repensais à la voix de Kathleen au téléphone, me traitant de chérie tout en complotant de me voler ma vie. Je repensais au calcul froid de Jérémy qui me réduisait à un fardeau à gérer. Je repensais à l'avertissement de Margaret qui me disait de ne pas être trop généreux, trop confiant. Bon, allons-y. Le masque professionnel de Bernard glissa un instant, révélant une véritable excitation. Excellent choix, monsieur Hayes. Je les appelle tout de suite. Je l'ai regardé composer le numéro, je l'ai entendu décrire ma propriété avec l'enthousiasme de quelqu'un qui aurait trouvé un trésor enfoui. Quartier de Bogenhausen, propriétaire d'origine, état impeccable, aménagement sur mesure partout. Il a terminé l'appel avec un large sourire. Ils veulent aller de l'avant immédiatement. Je peux préparer les contrats initiaux pour demain matin. Le soleil se couchait à travers la baie vitrée de Margaret, projetant une lumière dorée dans la pièce où je venais d'accepter de vendre 25 ans de ma vie. Mais pour la première fois depuis cet appel téléphonique dévastateur, je ressentais quelque chose qui m'avait manqué depuis trop longtemps, le contrôle. Que diriez-vous de 9 heures ? La question resta en suspens comme de la fumée. Je compris que Bernard attendait une réponse qui allait tout changer. L'horloge comptoise dans le couloir, le cadeau que Margaret m'avait offert pour notre 15e anniversaire, tic-taquait régulièrement dans le silence. 9 heures, c'est parfait. Après le départ de Bernard, qui m'avait promis des contrats et des délais de clôture, je me suis retrouvé seul dans la maison qui allait bientôt appartenir à quelqu'un d'autre. La lumière du soir qui traversait les fenêtres de Margaret peignait tout en doré,
comme une photographie de la vie que j'étais sur le point de laisser derrière moi. Mais ce n'était pas de la tristesse que je ressentais, c'était de l'anticipation. Bernard est arrivé le lendemain matin avec les contrats, un notaire et du café pour tout le monde. Le genre d'efficacité professionnelle que j'avais toujours respecté. J'ai lu chaque ligne avec la minutie qui avait fait de moi un bon ingénieur, vérifiant les détails comme je vérifiais autrefois les plans. Prix de vente 820 000 euros, achat au comptant, date de clôture, 10 jours ouvrables à compter de la signature. La notaire, une femme d'âge moyen au regard bienveillant, m'a guidé à travers chaque signature. Contingence minimale. Juste la recherche de titres et la visite finale. Vous pouvez rester dans la maison pendant 30 jours après la clôture si nécessaire. C'est exact, monsieur Hayes, bien que la plupart des vendeurs préfèrent en déménager le plus tôt possible, juste pour avoir l'esprit tranquille. L'esprit tranquille. J'ai failli rire. La seule tranquillité d'esprit que j'aurais serait de voir les visages de Kathleen et Jeremy lorsqu'ils découvriraient ce que leur fardeau avait accompli. J'ai signé mon nom d'une main ferme. Et voilà, le processus était lancé. Les 3 premiers jours se sont écoulés dans un tourbillon de paperasse et d'inspection. La société de titres de propriété a commencé ses recherches dans des archives datant de plusieurs décennies. Les investisseurs ont envoyé leur équipe, des gens polis qui ont admiré mon travail et n'ont rien trouvé à redire. Votre beau-père savait vraiment ce qu'il faisait, a dit l'un d'eux à l'autre car il pensait que j'étais déjà parti. Ses sols, ses installations électriques, tout est de première qualité. Du 4e au 6e jour, je suis devenu un homme avec une mission secrète. J'ai cherché des appartements en ligne, à la recherche d'un logement petit mais confortable, un endroit où je pourrais recommencer à zéro avec près de 820 000 euros en banque. J'ai trouvé un endroit à Schwabing, une communauté pour seniors avec des parcs et un centre communautaire. Le genre d'endroit dont Margaret et moi avions parfois parlé pour nos vieux jours. J'ai également appelé des entrepôts de stockage, afin de déterminer quelles affaires de Margaret je garderais et lesquelles je devrais laisser au nouveau propriétaire. Sa porcelaine, sans aucun doute. Son coffret à bijoux, les albums photos, l'essentiel d'une vie passée ensemble. Les jours 7 à 9 m'ont apporté une étrange confiance que je n'avais pas ressentie depuis des années. Chaque matin, je me réveillais en sachant que j'étais un peu plus proche de la liberté, un peu plus proche de montrer à ma fille que son vieux père confus était plus vif qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Frau Schmidt, ma voisine, a remarqué l'activité, m'a interrogé sur les inspecteurs et les personnes à l'allure officielle. Ce sont juste des travaux, lui ai-je répondu, détestant cette demi-vérité, mais sachant que la vérité entière se répandrait dans le quartier avant que je sois prêt. Le 8e jour, Bernard m'a appelé pour me donner la confirmation finale. Tout est en ordre pour la clôture demain, monsieur Hayes. Les acheteurs sont ravis des résultats de l'inspection. Le virement bancaire sera effectué le jour même. Vous aurez immédiatement accès aux fonds. Ce soir-là, j'ai rempli une seule valise avec des vêtements et des effets personnels. Non pas parce que je déménageais déjà, mais parce que je voulais être prêt à tout. J'ai regardé la photo de Margaret sur notre commode et j'ai murmuré « J'espère que tu comprends ce que je fais ». Le vendredi matin est arrivé, clair et lumineux. Le genre de journée printanière que Margaret disait être le meilleur de la Bavière. Je me suis habillé avec soin, non pas avec mon costume de cérémonie, mais avec le costume bleu marine que Margaret m'avait acheté pour la remise de diplôme universitaire de Kathleen. Le bureau du notaire était tout en efficacité professionnelle et en félicitations. Les acheteurs étaient bien représentés par leur avocate, une femme perspicace qui vérifiait chaque document. Bernard s'occupait de la paperasse comme un chef d'orchestre dirigeant son orchestre. « Monsieur Hayes, veuillez signer ici et apposer vos initiales là. » Chaque signature me donnait l'impression de couper une chaîne. L'acte de transfert, le décompte final, la reconnaissance définitive que le 47 Rosenheimer Strasse n'appartenait plus à Roy Hayes. Et voici la confirmation de votre virement bancaire. 820 000 euros moins les frais de clôture ont été déposés sur votre compte. Je fixai les chiffres sur le papier. Plus d'argent que je n'en avais jamais vu en un seul endroit. Plus d'argent que Kathleen et Jeremy n'avaient jamais osé rêver d'avoir. Nous nous sommes tous serrés la main, ravis que la transaction se soit déroulée sans encombre. Bernard m'a raccompagné à ma voiture, me promettant de rester en contact si j'avais à nouveau besoin de services immobiliers. Vous avez fait le bon choix, monsieur Hayes. Parfois, un nouveau départ est exactement ce dont nous avons besoin. Je rentrais chez moi en traversant des quartiers que je connaissais depuis 25 ans. Je passais devant l'école primaire où Kathleen avait appris à lire. Je passais devant le parc où Margaret et moi avions l'habitude de nous promener tous les dimanches matins. Mais au lieu de nostalgie, je ressentis une sensation de libération.
Je me suis garé dans mon allée et je suis resté assis dans ma voiture, regardant la maison qui n'était plus la mienne. Les clés de la porte d'entrée me semblaient lourdes dans ma paume. Demain, je les remettrai au nouveau propriétaire et je tournerai la page sur ce chapitre de ma vie. Kathleen et Jérémy devaient rentrer de Bruxelles dans 3 jours. Ils allèrent arriver en s'attendant à trouver leur père reconnaissant et docile, prêt à les accompagner dans leur station balnéaire. Au lieu de cela, ils allaient en trouver une maison vide et une leçon qu'ils n'oublieront jamais. Je suis sorti de ma voiture et me suis dirigé vers la porte d'entrée, cherchant mon téléphone pour passer le prochain appel d'un plan qui fonctionnait mieux que je ne l'avais jamais espéré. Le moteur ronronnait en refroidissant dans mon allée, mais je ne pouvais me résoudre à l'éteindre. Je restais assis à regarder la maison que j'avais construite de mes propres mains. La maison qui appartenait désormais à des étrangers. La maison où Kathleen et Jérémy s'attendaient à retrouver leur père reconnaissant et docile, prêt à être envoyé en vacances. Les clés de la porte d'entrée pesaient comme du plomb dans ma paume. Nouveaux propriétaires ou pas, j'avais encore accès à la maison pendant 30 jours. Assez de temps pour terminer ce que j'avais commencé. Je me rendis en voiture au café de la Leopoldstrasse et me garai sur le parking, les mains fermes, tandis que je composais le numéro des renseignements pour trouver un serrurier disponible 24 heures sur 24. Les frais d'urgence me coûteraient 150 € supplémentaires, mais l'argent n'était plus un souci. Serrurerie d'urgence de Munich, Éduard à l'appareil. J'ai besoin de faire changer toutes les serrures de ma porte aujourd'hui. C'est urgent. Quel délai souhaitez-vous, monsieur ? Le plus rapidement possible. Je peux payer en espèces. Je peux être là dans 2 heures. Quelle est votre adresse ? De retour à la maison, j'ai attendu Éduard dans ma voiture en regardant Frau Schmidt arroser son jardin à côté. Elle m'a fait signe et je lui ai répondu, le cœur serré à l'idée que je mentais à tous ceux qui tenaient à moi. Éduard est arrivé dans une camionnette remplie d'outils et de matériel. C'était un homme d'une 50aine d'années, qui avait clairement déjà vu tous les types d'urgences liées aux serrures que Munich pouvait offrir. « Un problème de sécurité, monsieur ?» m'a-t-il demandé en examinant ma porte d'entrée. « Changement de propriétaire. Mieux vaut prévenir que guérir. » Il a hoché la tête comme s'il avait déjà entendu cela auparavant et s'est mis au travail. Je l'ai regardé retirer les serrures que j'avais installées il y a 15 ans. Les ferrures en laiton que Margaret avait choisies parce qu'elles s'accordaient avec notre heurtoir de porte. « Ce sont des serrures de qualité, » a commenté Éduard pendant qu'il travaillait. Quelqu'un savait ce qu'il faisait quand il les a installées. C'était moi. J'aime que les choses soient bien faites. Les nouvelles serrures étaient en argent plutôt qu'en laiton, modernes plutôt que traditionnelles. Elles cliquaient différemment quand Éduard les testa. Un son plus aigu, plus mécanique que les anciennes. « Voici vos nouvelles clés, monsieur. 3 exemplaires de chacune. Porte d'entrée, porte arrière et entrée latérale du garage. » Éduard me tendit un trousseau de clés qui me semblait étranger dans ma paume. « Ça fera 400 € avec les frais d'urgence. » Je payais en espèces avec mon portefeuille, sachant qu'il n'y aurait aucune trace écrite reliant Roy Hayes à cette transaction. Après le départ d'Éduard, je restais debout dans ma maison vide et commençais la partie la plus difficile. Emballer 25 ans de vie dans ce que je pouvais transporter. La boîte à bijoux de Margaret fut la première à entrer dans ma valise, avec nos photos de mariage et le roman qu'elle lisait lorsqu'elle est décédée. Le marque-page était toujours à la page 247. Mes diplômes d'ingénieur, nos documents importants. Le livre de cuisine préféré de Margaret, avec ses notes manuscrites dans les marges. J'ai laissé presque tout le reste. Les meubles qui racontaient notre histoire devaient en rester. Les albums photos retraçant l'enfance de Kathleen. Les vêtements de Margaret toujours suspendus dans notre armoire qui portaient encore le parfum léger de son parfum. Pendant que je faisais mes valises, j'ai appelé la résidence pour personnes âgées Sonnenschein sur mon téléphone, expliquant que j'avais besoin d'un appartement meublé d'une chambre immédiatement. « Nous avons un charmant appartement disponible immédiatement », m'a répondu Frau Chen, la gérante de l'immeuble. « Le bail est mensuel si vous préférez plus de flexibilité. » Je le prends. J'ai retrouvé Frau Chen à l'immeuble 1 heure plus tard. Un bâtiment modeste mais propre, conçu pour les seniors, avec un centre communautaire et des jardins bien entretenus. L'appartement d'une chambre était simple mais confortable, meublé avec tout ce dont j'avais besoin pour recommencer à zéro. Un dépôt en espèces convient parfaitement, monsieur Hayes. Quand souhaitez-vous emménager ? Ce soir. Madame Chen a légèrement haussé les sourcils, mais elle n'a pas posé de questions. J'ai signé le bail et remis le loyer du premier mois ainsi que la caution. Près de 2 500 €, une somme qu'il m'aurait été impossible de dépenser aussi facilement il y a seulement 2 semaines.
Alors que je chargeais ma voiture dans la pénombre, j'ai aperçu Madame Schmidt qui m'observait depuis sa fenêtre. Elle m'a fait un nouveau signe de la main et j'ai ressenti le poids de toutes les relations que je rompais, de tous les liens que Caitlin et Jeremy m'avaient forcé à couper. J'ai fait une dernière fois le tour des pièces vides. Mes pas résonnaient différemment maintenant que la maison appartenait à quelqu'un d'autre. Dans la cuisine où Margaret avait appris à Caitlin à faire des biscuits de Noël. Dans le salon où nous avions regardé Caitlin ouvrir ses cadeaux le matin de Noël. Dans notre chambre où Margaret avait rendu son dernier souffle tandis que je lui tenais la main. Je suis désolé, mon amour, ai-je dit à voix haute à la mémoire de Margaret. Mais tu comprendrais? Tu as toujours dit que j'étais trop généreux pour mon propre bien. J'ai verrouillé les nouvelles serrures et j'ai quitté la Rosenheimer Strasse pour ce qui pourrait être la dernière fois. Mon rétroviseur reflétait la vie que je laissais derrière moi. Le soleil se couchait lorsque je suis arrivé à la résidence pour personnes âgées Sonnenschein, ma voiture chargée de l'essentiel de mon existence. J'ai porté ma valise jusqu'à ma nouvelle porte d'entrée, tâtonnant avec des clés inconnues pour des serrures inconnues. À l'intérieur du petit appartement, j'ai posé ma valise et j'ai immédiatement pris mon téléphone. La dernière phase de mon plan nécessitait un dernier appel, une dernière pièce du puzzle qui allait réserver à Caitlin et Jérémy la surprise de leur vie. L'appartement ressemblait à une chambre d'hôtel, fonctionnelle mais sans âme, avec un mobilier générique et une odeur persistante de nettoyant industriel pour moquette. Je me tenais debout, mon téléphone à la main, la photo de Margaret déjà posée sur la table de chevet, essayant de décider quelle banque protégerait le mieux près de 820 000 € des enfants qui pensaient y avoir droit. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur la petite table à manger et j'ai commencé à rechercher des banques spécialisées dans les dépôts importants. La Deutsche Privatbank a retenu mon attention. Plus petite que les grandes chaînes, elle mettait l'accent sur le service personnalisé et la discrétion. Exactement ce dont j'avais besoin. Deutsche Privatbank, division gestion de fortune privée. Je suis David Müller. Monsieur Müller, je m'appelle Roy Hayes. J'ai besoin d'ouvrir un compte pour un dépôt important, environ 820 000 €. Le bref silence à l'autre bout du fil m'indiqua que David était en train de recalculer sa journée. Nous serions ravis de travailler avec vous, monsieur Hayes. Quand serait-il possible de vous rencontrer? Lundi matin à 9 heures. Parfait. Je préparerai tout. Le week-end s'étendait devant moi comme un territoire inconnu. Je n'avais jamais vécu ailleurs que dans la maison que Margaret et moi avions construite ensemble. Ce petit appartement me donnait l'impression d'être en exil, mais c'était un exil choisi, mon choix, pas le leur. Samedi matin, je préparais du café dans la kitchenette inconnue et déballais méthodiquement mes affaires. La boîte à bijoux de Margaret sur la commode, mes diplômes d'ingénieur sur l'étagère, notre photo de mariage à côté du lit où je dormirais seul dans un espace qui n'avait jamais connu la présence de Margaret. Je me rendis au supermarché et achetai de quoi manger pour une personne. Des repas simples, rien qui nécessite le genre de cuisine que Margaret aimait. Le caissier, un jeune homme au regard bienveillant, m'a demandé si j'étais nouveau dans le quartier. « Je viens d'emménager », lui ai-je répondu. « Je prends un nouveau départ. » Dimanche matin, j'ai découvert un café appelé Kaffee and Kuchen, à 3 pâtés de maison de mon appartement. La barista, une jeune femme prénommée Sarah avec des mèches violettes dans les cheveux, m'a préparé le café fort que je préfère. « Vous êtes nouveau dans le coin », a-t-elle remarqué, sans indiscrétion, juste amicalement. « Ingénieur à la retraite », ai-je répondu, « à la recherche d'une vie plus tranquille. » Eh bien, vous avez trouvé le quartier idéal pour cela. La plupart de nos clients sont plutôt calmes. Je me suis assis près de la fenêtre avec mon café, regardant les gens promener leurs chiens et pousser leurs landaux. Je vivais le genre de dimanche matin normal que Margaret et moi avions l'habitude d'apprécier. Mais au lieu de tristesse, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, de l'anticipation. Le lundi matin, j'ai enfilé mon plus beau costume et je me suis rendu en voiture à la Deutsche Privatbank. David Müller était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 45 ans, avec cette chaleur professionnelle qui vient du fait de gérer les économies d'une vie. « Monsieur Hayes, qu'est-ce qui vous amène à la Deutsche Privatbank ? J'ai récemment vendu ma maison. J'ai besoin de prendre un nouveau départ avec une institution qui privilégie les relations personnelles plutôt que les frais de transaction. » David acquiesça avec une compréhension sincère. « C'est exactement le type de service que nous proposons. Parlez-moi de vos besoins. » J'expliquai ma situation avec soin. Un veuf qui avait vendu sa maison familiale et qui avait besoin d'une banque sûre et accessible. David posa des questions réfléchies, sans jamais aller au-delà de ce qui était nécessaire pour l'ouverture du compte. « Je vais devoir transférer les fonds de mon ancienne banque, ai-je expliqué. Pas de problème. Nous pouvons effectuer ce transfert dès aujourd'hui.
Les fonds devraient être disponibles mercredi. David a préparé les documents avec une efficacité discrète. Services bancaires en ligne, carte de débit et chéquier. Tous les services standards. Compte tenu du montant, je vous recommande également notre offre de compte premium. Elle comprend des fonctionnalités de sécurité supplémentaires. J'ai signé les documents qui faisaient de moi un client officiel de la Deutsche Privatbank. Numéro de client 847 293. Avec un accès à près de 820 000 € que Kathleen et Jérémy ne verront jamais. Mardi et mercredi se sont écoulés au rythme étrange de ma nouvelle routine. Café du matin au café Handküchen. Sarah se souvenait de ma commande et m'a demandé comment s'était passé mon week-end. Promenade l'après-midi dans le quartier. Découverte d'un petit parc avec des bancs où d'autres retraités nourrissaient les moires, les pigeons et lisaient le journal. Mercredi après-midi, David m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle que j'attendais. « Monsieur Hayes, vos fonds ont été débloqués. Votre compte est entièrement actif. » J'ai raccroché et j'ai regardé autour de moi dans mon petit appartement. La photo de Margaret qui me regardait depuis la table de chevet. La vie simple que je me construisais à partir des décombres de la trahison de ma fille. Pour la première fois depuis la mort de Margaret, j'avais vraiment l'impression de contrôler mon propre destin. Mercredi soir, je me suis assis dans mon fauteuil. Pas le fauteuil de lecture de Margaret, ni le fauteuil inclinable où j'avais entendu la trahison de Kathleen. Juste un fauteuil ordinaire dans une pièce ordinaire qui m'appartenait entièrement. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé « mini caméra de surveillance » dans la barre de recherche. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier, sachant que ce que j'étais sur le point de commander allait immortaliser le dernier acte de ma vengeance. Kathleen et Jérémy rentraient vendredi, s'attendant à trouver leur vieux père reconnaissant, prêt à être pris en charge. Au lieu de cela, ils allaient me découvrir que leur fardeau était devenu leur plus gros problème. Les résultats de la recherche ont rempli mon écran de dizaines d'options de surveillance, des caméras de sécurité évidentes aux appareils déguisés en objets du quotidien. Après 30 minutes de recherche, j'ai trouvé ce dont j'avais besoin. Une mini-caméra sans fil, cachée dans ce qui ressemblait à un chargeur de téléphone. Ces spécifications étaient la parfaite pour mon esprit d'ingénieur. Wi-Fi activé avec contrôle via une application pour smartphone. Enregistrement activé par le mouvement. Autonomie de 12 heures. Qualité vidéo cristalline. Et surtout, elle pouvait diffuser des images en direct directement sur mon téléphone depuis n'importe quel endroit disposant d'un accès à Internet. Je l'ai commandé avec une livraison express en payant 35 € supplémentaires pour garantir une livraison le jeudi. Le coût total était de 139 €. Une somme qui m'aurait fait hésiter il y a 2 semaines, mais qui ne m'impressionnait plus guère à présent. Une fois la caméra commandée, je me suis tourné vers le prochain élément crucial. La note qui expliquerait tout à Kathleen et Jérémy lorsqu'ils découvriraient que leur clé ne fonctionnait plus. La première ébauche était trop colérique, trop brute, empreinte de la douleur causée par leur trahison. La deuxième était trop froide, ne reflétant pas la dévastation personnelle qu'ils avaient causée. À la troisième ébauche, j'ai trouvé le ton juste, digne mais dévastateur, aimant mais définitif. J'ai écrit de ma main soignée d'ingénieur, cette calligraphie que Margaret avait toujours admirée, « Chère Kathleen et Jérémy, si vous lisez ceci, c'est que mon plan a parfaitement fonctionné. J'ai entendu votre conversation téléphonique au sujet de mon placement dans une maison de retraite parce que je deviens un fardeau. Je vous ai entendu calculer combien vous gagneriez en vendant ma maison. La maison a été vendue pour 820 000 € en espèces. L'argent est en sécurité sur mon nouveau compte bancaire, où il restera. J'ai déménagé dans un endroit où je suis apprécié et non toléré. Ne vous inquiétez pas pour moi. Inquiétez-vous plutôt de votre propre situation en matière de logement. Vos affaires ont été emballées et sont entreposées au München-Lagerhaus, Landsberger Straße. Vous avez 30 jours pour les réclamer avant que les frais d'entreposage ne commencent à courir. Je t'ai donné tout ce que j'avais pendant 42 ans. Tu m'as remercié en prévoyant de m'entreposer pour pouvoir voler le travail de toute ma vie. J'espère que la leçon en valait la peine. Je t'aime, papa. Jeudi matin, le camion DHL est arrivé à mon appartement avec une petite boîte contenant mon équipement de surveillance. J'ai passé 1 heure dans ma cuisine à tester l'appareil et à me familiariser avec l'application pour smartphone. La qualité vidéo était remarquablement claire, le son suffisamment net pour capter les conversations chuchotées. Jeudi après-midi, je me suis rendu pour la dernière fois à mon ancienne maison. J'ai utilisé la télécommande du garage que je n'avais jamais donnée à Kathleen et Jérémy, et je me suis garé à l'intérieur pour éviter les questions des voisins. Mes mains tremblaient légèrement lorsque je me suis approché de la porte d'entrée avec mes nouvelles clés. À l'intérieur, la maison sentait encore comme chez moi.
les sachets de lavande de Margaret, l'huile de citron que j'utilisais sur les meubles en bois, les traces légères de 25 ans de dîners en famille. Mais il y avait de nouveaux éléments qui me serraient le cœur. Les valises de Kathleen et Jérémy près de l'escalier, leur courrier éparpillé sur le plan de travail de la cuisine, la preuve qu'il avait utilisé ma maison comme leur propre entrepôt pendant qu'il planifiait mon exil. J'ai placé le chargeur de la caméra près de la prise de la porte d'entrée, en l'orientant parfaitement pour filmer toute personne qui entrerait. L'application sur mon téléphone me permettait de voir tout le hall d'entrée, y compris l'endroit où je comptais accrocher ma note. J'ai testé la détection de mouvement, entrant et sortant du cadre jusqu'à ce que je sois satisfait que le système capturerait chaque instant de leur retour. Puis j'ai collé l'enveloppe à l'intérieur de la porte d'entrée, à la hauteur des yeux. Là où ils ne pourraient pas la manquer, debout dans mon salon, pour la dernière fois, j'ai touché la cheminée où la photo de Margaret était restée pendant 23 ans. Les nouveaux propriétaires y mettraient leurs propres photos de famille. Ils créeraient de leurs propres souvenirs dans les pièces que Margaret et moi avions remplies d'amour. « C'est fait, ma chérie », ai-je murmuré à la mémoire de Margaret. « Justice a été faite. » J'ai verrouillé la maison avec ma nouvelle clé, testé une dernière fois la caméra depuis ma voiture, puis je suis retourné à mon appartement. Le détecteur de mouvement était activé, la batterie complètement chargée, mon téléphone prêt à m'alerter dès que Kathleen et Jérémy découvriraient que leur clé ne fonctionnait plus. De retour chez moi, je me suis assis dans mon fauteuil, mon téléphone à la main, et j'ai regardé la porte vide à travers l'application de la caméra. L'horodatage indiquait 18h30 jeudi soir. Demain, Kathleen et Jérémy rentreraient bas de leur voyage d'affaires. Ils discuteraient probablement de leur projet de maison de retraite, dépensant déjà mon argent dans leur esprit. Ils n'avaient aucune idée que leur vieux père reconnaissant était devenu leur pire cauchemar. Je me suis réveillé vendredi matin avec l'anticipation d'un homme sur le point de voir justice être faite après des années d'injustice. Mon café avait meilleur goût qu'il ne l'avait eu depuis des semaines. Même le petit appartement me semblait moins confiné alors que je m'installais dans mon fauteuil avec mon téléphone, la caméra montrant mon ancienne porte vide. 16h30, ils devraient bientôt arriver. J'avais mémorisé leurs habitudes de voyage. Kathleen insistait toujours pour quitter Bruxelles avant midi afin d'éviter les embouteillages. Jérémy respectait scrupuleusement les limitations de vitesse. Ils allaient arriver dans mon allée dans moins d'une heure. Je regardais la photo de Margaret sur ma table de chevet. J'espère que tu comprends ce que je fais, mon amour. Ils ne m'ont pas laissé le choix. 17h15. Mon téléphone vibra, signalant un mouvement. Une BMW noire, la voiture de Jérémy, s'engagea dans l'allée de mon ancienne maison. Mon cœur battait à tout rompre tandis que je regardais l'écran. Kathleen sortit la première, s'étirant après le long trajet. Jérémy sortit du côté conducteur, sortant leur valise du coffre. Ils se déplaçaient avec l'assurance décontractée de personnes revenant chez elles pour réclamer leur héritage. Je les ai regardés s'approcher de la porte d'entrée, Kathleen cherchant ses clés dans son sac à main tandis que Jérémy posait les bagages. Elle a inséré sa clé dans la serrure que j'avais fait changer la veille. La clé ne tournait pas. Kathleen a froncé les sourcils, examinant son trousseau de clés. Elle a réessayé, agitant la clé avec une frustration croissante. « C'est bizarre. » Sa voix est sortie du haut-parleur de mon téléphone. « Ma clé ne fonctionne pas. » Jérémy s'est approché, son expression passant de fatigué à inquiète. « Laisse-moi essayer la porte arrière. » Je l'ai regardé disparaître derrière la maison tandis que Kathleen continuait à se débattre avec la serrure de la porte d'entrée. Lorsque Jérémy est revenu 3 minutes plus tard, son visage était assombri par l'inquiétude. La porte arrière est également verrouillée, et la télécommande du garage ne fonctionne pas. Sa voix trahissait la panique que j'espérais entendre. « Kathleen, quelqu'un a changé ses serrures. »« Quoi ? C'est impossible, papa ne connaît même pas de serrurier. » Jérémy examina la porte d'entrée plus attentivement, son esprit de conseiller financier reconnaissant le problème dès qu'il le vit. « Ce sont des serrures neuves. Ce n'est pas un accident. » Kathleen sortit son téléphone avec des doigts tremblants. « J'appelle papa. » Je la regardais composer mon ancien numéro de téléphone fixe, le numéro que j'avais fait déconnecter 3 jours auparavant. Après plusieurs sonneries, son visage se crispa de confusion. « Il ne répond pas. Il n'y a même pas de messagerie vocale. »« Essaie son portable, » suggéra Jérémy. « Il n'a pas de portable, tu te souviens ? Nous avions parlé de lui en acheter un pour les urgences. » Sa voix se brisa, laissant transparaître pour la première fois une véritable peur. Jérémy examinait maintenant les fenêtres, sa confiance initiale ayant complètement disparu. « Là, celle-là n'est pas verrouillée. Je peux t'aider à monter. »
Je regardais ma fille m'en grimper par la fenêtre de la cuisine que j'avais délibérément laissée ouverte. Son tailleur s'accrochait au cadre. Elle disparut à l'intérieur, et quelques instants plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit de l'intérieur.